On apprenait lundi 18 janvier la démission de Jean Veil du Siècle. Jean Veil, avocat, qui avait pris dans son cabinet Olivier Duhamel. Jean Veil extrêmement proche du professeur constitutionnaliste Olivier Duhamel. Il n'est pas le premier, et c'est une déflagration qui touche un milieu petit et fermé, dont visiblement tous ne savaient pas, bien sûr, ce qui s'était passé chez Olivier Duhamel, mais qui, disons, constituait ce qu'on peut appeler un réseau de pouvoir. Et c'est là ce qui est intéressant dans cette affaire. La question, bien sûr, de savoir qui pouvait être au courant des agissements il y a 30 ans d'Olivier Duhamel est une question extrêmement complexe. Jean Veil, lui, admet qu'il savait. Il parle du secret professionnel, du fait qu'il aurait appris cela en tant qu'avocat et ne pouvait donc pas en faire état. Il y a là, en tout cas, quelque chose à débattre, car à tout le moins, Jean Veil pouvait faire en sorte qu'Olivier Duhamel ne soit pas mis en avant comme il l'a été et ne puisse pas exercer l'influence qui était la sienne. Mais finalement, c'est bien toute la question. Dans un réseau de pouvoir, y a-t-il une forme d'indulgence vis-à-vis des fautes des uns et des autres? Et encore une fois, ce n'est pas une question personnelle, c'est une question de système. Et tout le problème est de savoir ce qu'est un réseau de pouvoir. En l'occurrence, quand Élisabeth Guigou renonce à prendre la direction d'une commission sur l'inceste, il y a là en effet quelque chose d'ambivalent. Élisabeth Guigou savait-elle? Elle dit que non. En revanche, on peut considérer que cette histoire l'aurait poursuivie dans un mandat qui était exactement sur le sujet de l'inceste. Pour le coup, c'est un percutage malheureux. En revanche, Marc Guillaume préfet d'Île-de-France, mais anciennement secrétaire général du gouvernement, poste ô combien puissant dans la République et qu'il a exercé en usant et abusant de cette puissance, Marc Guillaume démissionnait la semaine dernière du Siècle et de tous les mandats et de toutes les fonctions qu'il coexerçait avec Olivier Duhamel. Là aussi, on peut se poser la question. Il argue le fait qu'il doit protéger ces institutions, mais s'il ne savait pas, quel danger fait-il peser sur ces institutions? Il explique qu'il démissionne parce qu'il se sent trahi, mais trahi par qui? Par Olivier Duhamel? Dans ce cas, pourquoi démissionner? Il y a là, évidemment, une ambivalence qui prouve à quel point le soutien accordé à un individu par ceux qui appartiennent à une même caste implique des rapports qui sont des rapports ô combien complexes. Et tout le problème est l'existence même de ce genre de caste au sein de la République. Parce que qu'il y ait des affinités, qu'il y ait des réseaux d'amitié, enfin, je veux dire, c'est une évidence et c'est parfaitement normal. Le problème n'est pas là. Le problème est d'avoir une forme de cooptation de certaines élites qui, en fait, déterminent la façon dont la République va fonctionner. Par exemple, une organisation comme le Siècle ne décide pas des politiques qui sont menées. En revanche, c'est un lieu où les gens se rencontrent. C'est d'ailleurs le fondement même de son existence. Nous avions consacré, il y a déjà quelques années, une vidéo à cette question de savoir comment fonctionnait le Siècle, mais aussi le groupe Bilderberg. Tout le problème est bien d'avoir une forme de cooptation qui permet de ne réunir que des gens qui se ressemblent. Puisqu'à partir du moment où il existe une forme de parrainage qui, de fait, implique l'unanimité des membres pour choisir ceux qui entrent, on évite en fait toute pensée divergente. Et toute la question est de savoir comment
depuis des décennies, se maintient en France un pouvoir qui, quelles que soient les alternances politiques, aboutit à la même action politique, aux mêmes décisions. Est-ce que cela est lié avec le fait qu'on a des réseaux de pouvoir qui regroupent des gens qui sont censés appartenir à des mondes différents, à des partis différents, mais qui en fait pensent tous rigoureusement la même chose et qui ne sont jamais attaqués, notamment dans les médias, pour les idées qu'ils défendent, même quand ces idées sont contraires à la volonté politique des peuples. Qu'il y ait aujourd'hui une fragilisation de tout ce milieu-là pour une affaire qui est une affaire bien sûr gravissime, mais qui est une affaire individuelle, qui concerne une famille, montre à quel point la remise en cause politique reste difficile. Marc Guillaume lui-même, avant l'affaire Duhamel, n'avait été démissionné de son poste de secrétaire général du gouvernement que parce que avaient pesé sur lui des accusations de sexisme. En revanche, sa pratique de son poste, qui consistait à freiner toute réforme qui ne rentrait pas dans son idéologie et à faire en sorte que, donc, une administration, à travers lui, empêche les politiques d'exercer le mandat que leur avait donné le peuple, ça ne posait pas de problème à qui que ce soit. Nous sommes donc dans un moment où ce qui est remis en cause, ce sont les dérives individuelles de certains et la façon dont leur milieu va masquer ces dérives individuelles. C'est désormais sur les questions de crimes sexuels, comme ça l'a été depuis quelques années sur les questions financières, à travers la demande de transparence et la colère des citoyens face à des formes de prévarication. En revanche, la question politique reste entière. Comment empêche-t-on que le pouvoir soit confisqué par une élite qui ne se renouvelle jamais? Et tant que cette question-là sera posée, nous ne serons pas véritablement en démocratie. Le renouvellement des élites est un élément absolument essentiel en démocratie. Ce renouvellement doit être organisé. Le principe républicain, c'est que c'est la méritocratie et donc l'école qui organise ce renouvellement. On sait très bien qu'aujourd'hui, en France, tout cela est totalement bloqué. Donc, tant qu'existent des formes de réunion, de liens qui permettent d'empêcher un renouvellement des élites et des idées, alors le système reste bloqué.